C'est parti. Nickel. C'est bon? Je me suis pas maquillé, tout ça, mais c'est Ouais. Alors bonjour à tous et bienvenue sur Miles and Minds podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre président, Ludovic Pombray. Ludovic, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très cool de te recevoir. Merci, salut à tous. C'est vrai que ça me fait toujours rire un président, mais bon, voilà. Merci aux genoux dans le gif. Voilà, exactement. Ils ont vraiment lancé ça. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est pas de refaire ton CV, hein. Je pense qu'on est beaucoup à te connaître, mais pour ceux qui resteraient encore au fond de la classe, donc Ludovic Pombray, ultra trailer français. T'es majoritairement reconnu aussi pour ta longévité, ta science de la course, ta gestion de course. Tu sors d'une bonne année où tu as fait plusieurs places, que ce soit dans le Ventoux, au Grand Raid de la Réunion, sur l'UTMB ou dans le Colorado. Aujourd'hui, je te propose de parler de ta vision de l'ultra trail, savoir un petit peu comment tu as débuté la course à pied et, euh, et comment ta vision elle a évolué surtout au fur et à mesure de ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans le sport en général? C'est quoi ta première expérience sportive? Dans le sport en général, si sport en général, en fait, quand j'étais plus jeune, je faisais un petit peu tous les sports. Ok. Enfin, tu vois, un petit peu, je touchais un petit peu à tout. Enfin, c'est escalade, j'ai fait du judo, du karaté, du hand, enfin, ouais. Ok. Donc, voilà. Et après, plus des sports de glisse après, donc snowboard, planche à voile, enfin windsurf, voilà. Et Ok, puis après vraiment les touche à tout. sports d'endurance, c'est venu un petit peu plus tard, quoi. Ok. Et c'est vers Voilà. quel âge du coup que la course à pied arrive? Course à pied, ça arrive progressivement, notamment avec mes beaux-frères, en fait, qui faisaient de l'athlé et puis moi, j'étais plus, voilà, le snowboarder aux cheveux longs, enfin, tu vois, qui faisait pas trop de course à pied, puis m'avait mis un petit peu au défi sur une montée sèche qui a vers chez eux, en fait. Ok. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu les premières courses. Sachant que, comme tout le monde, avant ça, j'avais fait les cross du collège, Ouais. tu vois, cross du lycée à chaque fois qu'il y avait. Voilà, ça m'intéressait pas, même si au final, j'étais pas trop mal classé, quoi. Hmm. Je me souviens au cross du collège, j'étais qualifié pour les régionaux, mais j'y avais pas été parce que ça m'intéressait pas trop. Ok. Voilà, et je m'entraînais pas à la course à pied, quoi. Donc, Ouais. voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé un petit peu. Puis après, la vrai début, c'est quand il y a une course qui est partie de mon village à Valloires. Donc je suis originaire de Valloires, en Savoie, hein, Ok. Valloires-Galibier. Et cette course-là, elle partait de mon village et voilà, elle faisait les forts. Ça s'appelait la Fortiche. Elle faisait le tour des forts de Maurienne en partant de Valloires, donc Télégraphe, puis voilà, tous les forts jusqu'en Haute-Maurienne, jusqu'au Mont-Cenis. Et voilà, c'était un petit peu le défi. Et voilà, tu participais à cette course en tant que marcheur parce que c'était un petit peu le début de l'ultra, quoi. Enfin, il Ouais. y a à part le diagonale qui existait déjà, il n'y avait pas vraiment de course Hmm. aussi longue ça faisait 106 km et 7000 mètres ou quelque chose comme ça de dénivelé. Ouais. T'as commencé fort quand même. Ouais, j'ai commencé fort, mais je me suis surtout cassé les dents parce que je me suis inscrit en marcheur, mais voilà, j'ai fait 60 bornes Ouais. et après c'était rideau. À cette époque, il y avait des contrôles, tu vois. Maintenant, pour un 100 km, je pense qu'il y a plus de check médicaux, mais là, il y avait, au 60e, il y avait un check médical avec prise de tension, etc. Et puis tension trop basse, et j'ai dû m'arrêter un moment. Après, ils m'ont laissé repartir et puis après, voilà. Ouais. Hmm. Ou non plus, quoi. Ouais. Donc, ça commençait à faire mauvais et tout, donc ouais. Pas encore vraiment le mental pour faire ça. Et Le au physique. final, et au final, comment tu ressors de cette première expérience? Est-ce que t'es reboosté pour finir une prochaine course ou tu te dis bon allez j'arrête, c'est bon, c'est trop dur. Je crois que tu as la réponse, quoi. Ouais. C'est bon. Non, non, ouais, un petit peu reboosté pour se dire, un jour, je reviendrai puis je la ferai, quoi. Ouais. Donc, commencer, ouais, assez doucement, en fait, à se préparer. Je sais pas pourquoi, enfin, voilà, les 2 ans d'après, j'ai pas pu m'inscrire, enfin, je sais pas pourquoi, enfin, après, Hmm. j'ai plus l'histoire, et puis, mais bon, voilà, le défi m'intéressait toujours. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur l'UTMB en 2004 parce que cette course-là, elle a disparu, en fait. Ils ont fait que 2 éditions et puis après, en 2003, j'ai entendu parler de l'UTMB et voilà, je me suis inscrit en 2004 et c'est un peu comme ça que ça a commencé, quoi. Et c'est à partir de quel moment que t'as un déclic où tu te dis que tu peux faire des places, tu peux être bon en ultra trail?
Bah, j'ai surtout fait des échecs, hein, comme Ouais, peut-être, je sais pas si tu as lu mon livre, mais voilà, c'est un peu ouais, bien expliqué sûr. dedans sur l'UTMB. Donc c'est comme je disais, c'est l'origine en fait, c'est le défi, c'est de faire des courses en fait qui te paraissent infaisables et qui l'étaient au final pour moi parce que je les ai pas terminées. Mais voilà, c'est cette envie de défi qui m'a motivé et progressivement, bah, pour arriver à terminer en fait cette course, il a fallu redescendre un petit peu sur bah, sur les distances, s'entraîner vraiment quoi Mmh, et du coup s'entraîner sur des courses un petit peu plus courtes et bah, c'est plus voilà en faisant quelques courses, on faisait assez souvent les mêmes avec mon beau-frère notamment en fait, et puis voilà, en voyant que, bah, d'année en année on on était mieux classés quoi, donc c'est ça mmh, qui aussi, motivait et puis, bah, jusqu'à être, ouais proche des podiums et au podium donc c'est fait progressivement. Il y a pas eu mmh. de déclic du jour au lendemain quoi. Ouais et Vraiment le ouais, le déclic que je mentionne assez souvent, c'est quand, donc j'imagine que même si tu es jeune, tu connais Dawa Sherpa, ouais, donc qui était vraiment, une icône à cette époque-là, en fait, le premier er vainqueur de l'UTMB, et voilà, quand, je le bats sur une des courses, voilà, c'est un petit peu aussi, quelque chose où j'en étais satisfait, assez fier, quoi. ouais, j'imagine. Après on a terminé plein de courses ensemble avec Dawa et ouais, c'était cool. Et aujourd'hui, quand tu prends un dossard, je me pose la question, quand tu as une longévité comme la tienne, est-ce que c'est toujours ta motivation quand tu vois les gros noms au départ de te dire, «Faut que je sois devant lui»? Ouais, les gros noms, non, j'ai pas la prétention d'être devant les grands noms, mais au moins de faire le maximum Ouais. et puis qu'est-ce que ça veut dire les grands noms, quoi? Mmh. C'est un joueur, c'est un grand nom, mais ça évite pas les échecs, en fait, sur des courses, en fait. On le voit, notamment, en fait, pas mal sur l'UTMB parce que c'est une course où il y a beaucoup de pression, Ouais. donc non, quand je vais sur une course, ouais, si je connais bien la course, j'ai une idée du temps que je veux mettre et je me base surtout sur le temps. Très rarement sur une place, OK. mais vraiment sur un temps, de la course et quand je connais pas la course, bah, moi, c'est la découverte, quoi. OK. Ouais, donc en fait, ta motivation, elle est surtout sur, à quel point toi, tu vas pouvoir faire plus vite, à quel point tu vas pouvoir faire le temps que tu veux faire. Ouais, ouais, bah, c'est ça, en fait, la motivation que j'ai eue notamment en faisant, dernièrement, j'ai refait pas mal d'UTMB. J'ai mis longtemps pour revenir après 2016, après ma Mmh. victoire, et après quand je suis revenu, bah, la motivation, c'était au moins de faire plus vite, en fait, que ce que j'avais fait, Ouais. en 2016 et ce que j'ai fait en 2021, 2023, 2000 non 2023? Oui si 2023, 2024, 2025 donc Mmh. voilà, c'est au moins de faire aussi bien et à chaque fois j'ai fait un petit peu mieux donc c'est une satisfaction là-dessus, ouais. Et tu dirais que c'est quoi les changements majeurs qui sont arrivés au fur et à mesure de ta pratique dans la course à pied? Est-ce que, je sais pas, par exemple, dans l'entraînement, tu t'es entraîné de moins en moins ou, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans ta pratique? J'imagine que ça fait longtemps que tu cours, par exemple, depuis 2004, ta première participation à l'UTMB. Comment tout ça, ça évolue? Comment ça a évolué? Bah, il y a eu plusieurs déclencheurs, on va dire, j'ai pas eu de coach en fait jusqu'en 2015. OK. Parce que j'avais pas envie d'avoir de contraintes en fait d'entraînement justement. Mmh. J'avais pas vraiment d'entraînement, je faisais énormément de courses en fait, je faisais beaucoup de compétitions et entre, ces compétitions, pas beaucoup d'entraînement quoi. OK. Parce que, bah, si tu cours, quasiment toutes les 2 semaines, voilà, tu peux pas non plus mettre des gros entraînements. Puis Ouais, ça me c'est clair. convenait bien parce que du coup ça c'est quelque chose qui te demande au final moins d'investissement quoi, moins de temps et voilà, j'ai continué comme ça. La première re connexion que j'ai eue avec mon coach, c'était en 2009 en fait, quand j'ai participé au championnat du monde, qui était à Serre-Chevalier, OK. mais j'étais pas du tout en équipe de France en fait, donc moi j'étais en open. À cette époque-là, l'open et les championnats du monde partaient dans la même course et voilà, je termine, bah, 2e de la course avec Dawa. Ouais. Le premier donc c'était Thomas Laure-Blanchet, un Français. Après Dawa qui était aussi qui représentait l'équipe du Népal et moi j'étais 2e ex aequo avec Dawa et j'étais un open, donc j'étais pas Mmh. classé sur le championnat du monde. Mais le sélectionneur de l'époque, Philippe Propage est venu me voir et p en me disant: «Tu voudrais pas que qu'on se que je t'entraîne, que tu te structures un petit peu et tout ça?»
Et puis j'avais décliné la proposition et je suis resté comme ça jusqu'à 2004, ouais 2015 en fait, parce qu'en 2014, voilà, j'étais dans un club d'athlètes en fait qui voulait en fait aller jouer un petit peu, au moins une place par équipe sur les championnats de France. Alors que jusque-là, moi, je jouais pas trop aux championnats de France. Enfin voilà, si si c'était une course que j'avais envie de faire, j'y allais, mais c'était pas parce que c'était championnat de France que j'y allais. Comme les Ouais. championnats du monde, je me suis retrouvé dessus parce qu'elle était près de chez moi, et puis c'était pas parce que c'était championnat du monde. Mmh. Donc voilà, je me suis retrouvé dans cette course et au final, je termine troisième de cette course et il y avait 2 places pour les mondiaux, donc j'étais pas sélectionné. Et au final, c'était en France. Les mondiaux, c'était en France, à Annecy, et ils ont sélectionné 9 personnes. On a eu le 6, donc j'ai été repêché. OK. Et voilà, quand j'ai eu cette qualif pour les mondiaux, au final, involontaire, on va dire, ouais, juste un mois avant, j'ai demandé à Philippe si on pouvait essayer d'améliorer un petit peu ce que je faisais, quoi, parce que Ouais. j'avais à cœur de faire bien pour l'équipe de France, même si j'avais jamais cherché jusque-là, en fait, à en faire partie, quoi. Et est-ce que tu as eu ce même besoin de structuration au niveau de la nutrition? Parce que je trouve ça intéressant que, par exemple, le fait d'avoir un coach, c'est arrivé quand même assez tard, et Ouais. que tu eu le temps quand même de faire pas mal de choses avant d'avoir un coach. Est-ce que la nutrition, ça a fait un peu le même procédé? Non, alors nutrition, je suis toujours pas hyper sérieux. Enfin, Ouais. quand Arthur parle de moi en nutrition, il dit que c'est une aberration quand même. Donc, j'avais mis longtemps en fait, justement quand je débutais les courses, à trouver ce qui me convenait, à trouver une équipe de course. J'avais terminé pas mal de fois des courses en fait, ou pas terminé de course avec des problèmes gastriques. Mmh. Tu vois, en faisant un petit peu aussi, quand tu connais rien, tu fais ce que tu lis dans les magazines. Ouais, bien Bon, sûr. quand j'ai commencé, c'était pas forcément internet, même s'il y avait déjà internet, il y avait les blogs, et cetera, mais il y avait pas les réseaux sociaux. Donc tu essayes de suivre un petit peu ce que font les autres et puis de prendre des modèles. Mais voilà, c'est quelque chose qui me convenait pas, ou j'avais pas en tout cas les produits qui me convenaient, et voilà, j'avais mis du temps à trouver mon équilibre, de course, et au final après, pendant très longtemps, jusqu'à ce que je sois en partenariat avec NAC, je suis resté sur ce protocole-là en faisant que de l'eau et des gels pour Mmh. la course, et ça passait. Et voilà, et puis bon, ça fait 2 ans que je suis avec NAC, et j'ai changé un petit peu ça. Ouais. Mais ce que m'a fait changer NAC, en fait, c'est principalement de reprendre de la boisson de course que j'avais arrêté depuis des années, parce que je le supportais pas. Enfin, en tout cas, Mmh. j'avais pas réessayé, j'avais pas retenté l'expérience. Mais c'est voilà, il m'avait juste changé en fait la façon de gérer en fait mon apport nutritionnel en course, mais pas en dehors. Et en dehors, j'ai pas voilà, j'ai encore pas fait le pas d'avoir quelque chose de plus structuré, de plus strict en fait pour la course. Et voilà, ça se passe pas trop mal, donc c'est pas une contrainte que j'ai envie d'ajouter pour l'instant. Ouais, OK. Et c'est souvent quand on parle, avec, des trailers qu'on se rend compte qu'il y a un problème qui revient assez régulièrement au niveau de la nutrition justement. C'est, à partir d'une certaine distance, ça bloque, ça passe plus, et c'est pas forcément physique, mais surtout lié à cette nutrition. Est-ce que toi, justement, c'était un peu lié à ça aussi, ces problèmes gastriques, ou, c'était vraiment ça passait pas et ça te bloquait? Non, bon, ouais, ça, quand j'avais ces problèmes, enfin, je te dis avant d'avoir ce protocole, gel et eau, ouais, c'est que j'avais le bide en vrac en fait, avec, et je mettais ça sur le compte des poudres énergétiques que je mettais Mmh. dans l'eau, et après quand j'ai arrêté ça et que j'ai pris que des gels, Ouais, voilà, c'est ça passé, ça quoi. ça disparaît, quoi. Et maintenant donc j'ai repris, les boissons énergétiques, mixées, puis peut-être je prends un petit peu plus, enfin je pense qu'en apport calorique, j'ai un petit peu plus maintenant. Mais ouais, j'ai un protocole qui est défini avec NAC pour une course normalement. En fait, on est Mmh. nutritionniste, on fait un plan de nutrition. Voilà, après c'est en trail, c'est comme les sensations de course. En fait, on doit pouvoir adapter, son protocole nutrition aux sensations, et voilà, au ressenti du jour. Et des fois, on établit un protocole, il faut quand même le modifier, tout en respectant à peu près un apport énergétique équivalent. Mmh. Donc des fois, voilà, on part sur des purées, mais voilà, pour une raison ou une autre, les purées, elles passent plus, donc je compense en prenant un gel à la place, ou voilà. Ouais. Ce qu'on peut avoir pas mal, surtout sur, voilà, quand on commence à faire quelques heures, c'est les écœurements en fait, écœurements un petit peu du sucre, donc voilà.
ça arrive en fait des fois, c'est vrai qu'on n'a plus forcément envie. Maintenant, il faut différencier entre ce qu'on appelle vraiment quelque chose qui passe plus, qu'on peut plus du tout avaler, ou si c'est juste que on n'a pas la motivation de le Ah faire. ouais, il y a ça aussi, ouais. Donc des fois, c'est juste que, voilà, on n'a pas envie de reprendre encore un truc sucré, mais c'est pas qu'il passe pas. C'est Mmh. juste qu'on n'est pas motivé et ça, il suffit de se «forcer» entre guillemets à le faire Mmh. et puis voilà, même si, bah, ouais, des fois, c'est pas un plaisir de prendre la nutrition, c'est voilà, il faut le faire parce qu'on a besoin d'avoir, de l'énergie pour continuer d'avancer. Donc voilà, tant que c'est pas quelque chose que, tu vois, je vomis parce que je peux plus l'avaler, voilà, je me contrains de forcer un petit peu, l'envie en tout cas. Mmh. Après, ce qui est bien, c'est de varier aussi et notamment, bah, d'avoir un peu des fois des goûts plus salés. Du coup, bah, quand c'est la nuit, moi je prends la poudre énergétique en fait qui est bouillon salé chez NAC et OK. qui fait, même s'il y a encore pas mal d'apports, enfin il y a un apport équivalent de sucre, mais par contre au niveau goût, c'est vraiment le goût salé donc ça change un petit peu. Et une façon d'imiter aussi en fait l'écœurement du sucre, moi j'aime bien, surtout quand il fait chaud en fait, prendre, de la ceinture quoi, dans une de mes flasques. Donc en principe, j'ai une flasque de produits énergétiques et une flasque d'eau et là je remplace l'eau par la ceinture qui a un goût quand même beaucoup plus salé. Moi la ceinture, j'arrive pas à la boire, en dehors de l'effort, mais pendant OK. l'effort, Ça, c'est c'est ça. marrant. OK, OK. Donc ouais, j'aime bien et puis ça voilà, ça compense un peu parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez forte en goût Mmh. et assez riche en fait en minéraux quoi. C'est souvent quand on parle de toi qu'on associe rapidement à l'idée d'une certaine gestion de course, de prise de décision assez prudente, et cetera. J'aimerais m'intéresser un peu à la manière dont tu prends tes décisions et dont tu réfléchis pendant tes ultras. Quand tu arrives à certains passages de l'ultra où on n'est plus forcément lucide, on est dans la course, et cetera. Comment tu hiérarchises, tes sensations, le chrono, ce que dit ton assistance? Qu'est-ce qu'on croit en fait, entre guillemets, quand on a les jambes lourdes? Qu'est-ce qui est le facteur le plus important pour toi? Ouais, c'est pas une question facile celle-là. Non, mais quand tu parles de stratégie, moi, enfin, ouais, j'ai pas forcément, enfin des stratégies de course en disant, «Ouais, je vais attaquer là» ou Mmh. j'ai un plan de course. Enfin si je connais bien la course comme un UTMB, voilà, j'ai un plan de course et j'essaye de m'y tenir, mais il est surtout basé en fait sur les sensations que voilà, sur mes propres sensations et là, c'est difficile des fois, bah, d'écouter ces sensations alors que, bah, tu vois ce qui se passe autour de toi et puis, Ouais. notamment, ouais, on dit que c'est ma gestion de course, mais oui, parce que j'ai toujours, une gestion en fait, on va dire prudente parce que j'ai quand même aussi, pratiquement tout le temps l'objectif de terminer la course. Ouais. Donc, voilà, je veux pas que ce soit un feu de paille et me dire, bah alors des fois, ça peut être pris comme je prends pas assez de risques en fait, parce que des fois, au final, en partant plus vite, peut-être que ça tiendrait ou pas, mais Mmh. donc ouais, c'est plus pour ça que je me base sur mes sensations et pour quelque chose que je me dis: «Ouais, on est plutôt dans le confort», en début de course et puis, bah, après, on essaye de tenir en fait une allure équivalente et forcément l'allure, c'est grosso modo, j'arrive à peu près à la tenir, on baisse toujours, mais voilà, au niveau ressenti, bah, l'effort va être différent en fin de course, tu vois? Si on est à la même vitesse par rapport à un début de course, bah, le ressenti, il sera quand même beaucoup plus dur que ce qu'on avait en début de course. Je me Mmh. souviens d'avoir eu, cette période où on était un peu facile en fait, voilà, en gestion et aussi, bah, aussi mentalement en fait, tu vois, si tu passes 24 heures où tu es tout le temps dans le dur, c'est difficile quoi Ouais, c'est clair. de pouvoir les tenir quoi. Donc par contre, cette gestion, on va dire conservatrice, elle est aussi des parfois difficile parce que, bah, quand on voit en fait, où est-ce qu'on est dans la course, je me souviens, enfin une année, tu t'es dit: «Ouais, faut que je reste dans les 20», tu vois? Tu dis: Mmh. Je veux tenir je veux tenir en fait mon rythme», mais voilà, tu as quand même, dit: «Bah, ça serait bien que je sois encore dans les 20» et puis, je me souviens d'une année où mon coach il me dit, c'était en début de course, hein, et il était sur le bord en début de course avant les contamines à l'UTMB et puis il me dit: «Ouais, c'est bien, tu es dans les 40». Alors là, c'était le coup de massue, tu vois? Ouais, c'est clair. Parce que je me suis dit: «Oui, je suis en gestion», mais bon, voilà, je pensais pas être aussi loin dans le classement, donc c'est dur, de se dire on fait notre course, on reste en fait sur notre,
une autre allure, alors que voilà, bah, la course, des fois, elle s'emballe un peu et on se dit: «Bah, est-ce que vraiment on arrivera à remonter, jusqu'à où?» Mmh. heu, donc je comprends que si on a vraiment un objectif, place, podium, sur une course comme l'UTMB, heu, je comprends qu'on prenne plus de risques et qu'il faut rester sur la proche de la tête de course, quoi. Parce que Ouais. des remontadas, voilà, moi j'ai eu de la chance d'en faire une, mais Mmh. c'est rarement comme ça, en fait, que les vainqueurs de course, en fait, gagnent, quoi, Mmh. une course, hein, donc Ouais, je pense qu'il y a forcément cette UTMB 2016, comme tu en parlais, qui t'a donné aussi cette réputation parce que tu offres un magnifique retournement de situation et forcément, surtout après les soucis des premiers kilomètres, le fait d'arriver premier, bah, franchement, ça impressionne, quoi. Je pense que c'est surtout ça aussi. Mais je te posais cette question, surtout concernant l'abandon, parce que je sais que ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu vas toujours aller, en tout cas la plupart du temps, au bout de la course, même si tu vas plus chercher le top 10, par exemple. Là où il y a d'autres stratégies d'athlètes qui, eux, vont préférer s'arrêter pour éviter de se cramer, comme ils vont pas remplir l'objectif. Donc en fait, ouais, c'est intéressant. Tu as une stratégie quand même assez différente. bah, ouais, comme je te l'ai dit, en fait, j'ai toujours quand même l'objectif de terminer la course, donc Mmh. voilà, un peu plus aussi, conservateur et puis de me dire: «Bah, ouais, si je suis pas dans la place que je voulais, je veux quand même la terminer» et comme je le dis assez souvent, en fait, sur les podcasts, c'est que je comprends aussi, certains coureurs, en fait, qui, voilà, qui sont, dont c'est le métier. Ouais. Et maintenant, c'est aussi mon cas, mais dont c'est le métier et de se dire, ouais, est-ce que vraiment ça sert de faire, 20e en fait, sur un UTMB, ce qui est pas pourri comme place en soi, hein. Ouais, bien sûr. C'est clair. Mais voilà, qui au final en fait, est pas du tout ce que j'ambitionne, et qui préfère après se réserver sur d'autres courses, au lieu de griller une cartouche, à ce moment-là et pour l'instant, c'est pas forcément enfin voilà, c'est pas ma vision encore, hein. Mmh. Voilà, je suis encore un petit peu, sur les défis, arriver au bout des courses, quoi. Mmh. Et tu te disais, en fait, tu professionnel que depuis, peu de temps au final. Pendant longtemps, tu as gagné, des grandes courses et cetera en travaillant encore à côté. Est-ce que tu penses que ça t'a protégé d'une certaine manière de te cramer en te focalisant trop sur, le trail? Oui, oui, bah, c'est sûr. Enfin, de trop te cramer, déjà de pas en faire, bah, quand on a un travail à côté, en fait, jusqu'à ouais, jusqu'à il y a 2 ans, en fait, j'ai travaillé à 100%. Après, j'ai travaillé à 60%, donc c'était déjà beaucoup plus confortable. Mais bon, quand tu travailles déjà à 100%, c'est difficile de faire, voilà, les volumes que certains font. Mmh. Donc ouais, quelque part, ça te préserve aussi, et aussi le travail, c'est aussi une partie, mentale, en fait, où du coup, tu fais autre chose, hein, en fait, Ouais. donc pas que focalisé sur, une course à pied, trail. Voilà, donc après, oui, maintenant ça a changé, je suis professionnel, mais pour moi, ça me fait plus sourire de dire ça. Mmh. Voilà, je me considère plus comme, retraité que comme professionnel. Retraité pas de la course à pied, retraité de mon boulot, donc ouais, mais je pense que le fait d'avoir un travail à côté, oui, peut protéger en fait, en tout cas, hem, peut peut être un facteur en fait qui fait que tu dures plus longtemps aussi. Ouais. Je pense que quand tu es tout le temps dedans et que sur, voilà, que sur, la performance, parce que c'est ton métier, je pense que c'est plus de risques. Heu, voilà. Pour moi, c'est mon métier, enfin voilà, c'est mon métier parce que c'est le seul revenu que j'ai Mmh. maintenant, à part les investissements qu'on a fait. Mais voilà, j'ai pas de pression par rapport à ça parce que même si ça marche pas, je pourrais quand même vivre quoi donc Ouais, ouais. Après, il y a aussi, ce temps que tu as libéré, peut-être qui t'a laissé la place, à être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Cette année, vraiment, c'est les réseaux sociaux de ton côté ont explosé. Heu, C'était une envie de ta part, de faire évoluer un peu ce côté-là? Oui, c'est une envie parce que c'est une envie en fait et voilà, enfin comme on l'a mentionné en fait, quand tu deviens aussi professionnel, bah, il faut aussi évoluer en fait Eh oui. sur les autres aspects qui entourent ça et je pense que ça en fait partie.
enfin, c'est pas, je pense, j'en suis sûr. Mmh. Ça en fait partie aussi maintenant. Alors, bah, je me considère pas comme influenceur encore. Je me considère encore athlète, Ouais. mais voilà, c'est pas péjoratif d'être influenceur et au final, on en retire aussi pas mal de, bah, des fois de bénéfices, en fait, de Bah, oui. motivation, d'avoir en fait, bah, une communauté qui nous suit et qui nous motive. Enfin, Mmh. c'est vrai que, bah, l'UTMB cette année, alors c'est vrai que je parle beaucoup de l'UTMB parce que c'est vrai que ça c'est quand même la course qui est où il y a une grosse ambiance. Ouais. C'est sûr que sur le Hard Rock, bah, il y a un peu moins de monde, hein, quand même autour de de la course. Mais ouais, c'est du coup, en fait, on a quand même aussi une source de motivation pour ça, pour cette communauté qui nous suit tout le temps. Donc oui, c'est un investissement aussi qu'on a choisi, de faire. Mmh. Voilà, même si, moi j'ai pas la prétention d'avoir un très bon, enfin d'être encore bon là-dessus, mais ouais, d'évoluer, d'essayer de faire évoluer et heu et d'un autre côté, tu as aussi en fait ouais, ces remerciements des gens qui te le rendent. Alors des fois, c'est aussi un peu consommateur, hein, parce que quand tu reçois de plus en plus de messages, on essaye de répondre. Je dis «on» parce que je suis aussi avec ma femme, hein, qui Ouais. investit aussi dedans, on essaye de répondre au maximum de messages et voilà, de Mmh. garder mais effectivement, c'était oui, ouais, c'était volontaire et pour moi, c'est un des aspects en fait, heu, qui est nécessaire, ouais, pour la professionnalisation, quoi. Ouais, ça fait passer aussi peut-être dans une autre dimension. Je pense aussi, il y a peut-être des connexions qui sont faites par ces réseaux. Je pense notamment à Clem qui court, et cetera. Ah, je l'ai Ouais. pas vu beaucoup, bon, je l'ai vu parce que j'étais chez lui quoi, Ouais. à Maurice, mais oui, non, non, c'était Ouais. sympa. Après, voilà, Clem pour moi, c'est vraiment, l'influenceur, mais il a quand même une part athlète, alors pas performance peut-être encore, maintenant, mais ouais, voilà, il propose aussi en fait, du divertissement et puis des choses qui sont pas mal faites en fait au niveau de, bah, de ses expériences, ses aventures, ses expériences de Ouais. course donc et puis peut-être que, vu que c'est toi qui en as parlé de Clem en fait et il a aussi je pense, bah, explosé parce que c'est un jeune en fait, qui motive aussi, bah, ouais un public qui est relativement jeune et qui permet, peut-être de s'identifier à quelqu'un qui est, tu vois les élites, on a plus de mal à s'identifier, à quelqu'un qui est élite parce que, C'est ouais, clair. c'est une performance qui te paraît inaccessible. Et je pense voilà, qui me permet, de rendre peut-être un petit peu plus accessible, même si, il y a quand même pas beaucoup de monde qui peuvent faire, Ouais, il a l'ultra quand même un bon niveau, ouais, c'est clair. après, je suis pas sûr que j'aille faire non plus, ce qu'il a fait en Guyane, tout ça, Non. c'est peut-être sympa, mais voilà, c'est encore un petit peu différent. Mais ouais, c'est un métier aussi, hein, ça c'est Ouais. clair. Ouais, c'est clair et est-ce Et que c'est un métier sûrement, qui est plus porteur, en tout cas plus rémunérateur que coureur la plupart du temps. ouais, ouais, c'est possible et est-ce que tout ça, ça t'a aussi apporté une sorte, de pression sur, la ligne de départ ou au contraire, tu laisses ça sur les réseaux et ça te touche pas plus que ça? Ah pour les non, bah, en fait, moi je me mets pas la non, c'est pas une pression, comme je t'ai dit, c'est plus des sources de motivation que de pression. Ouais. Hem, Après, voilà, si on parle aussi, ben, influenceur coureur, comme, Théo, Mmh. donc lui, on va dire qu'il a 2 casquettes, hein, là. Ouais, il On gère va très bien pas les 2 quoi, c'est clair. ouais, ouais, il gère très bien les 2 mais d'un autre côté, je pense qu'il s'en rend compte aussi, il se met aussi la pression avec ses réseaux, même si il les présente, en fait, de façon, arrogante en étant tout un personnage, en fait, qui est pas sa vraie nature. Mais ça met un petit peu quelque part de la pression et Mmh. voilà, pour moi, comme je les gère, en fait, c'est pas voilà, il y a pas du tout de pression qui est liée à ça, parce que, voilà, j'ai pas avant l'UTMB, j'ai pas donné de comment il appelait ça? Les tickets d'or là? Pour Oui, ouais, pour c'est les ça, ouais. retours, donc j'ai donné de tickets d'or à personne, donc non, non, je me mets pas de la pression par rapport aux réseaux. Alors je te propose de passer sur une séquence, vrai ou faux. 1 minute, je te balance des affirmations, sur l'ultra, tu me dis vrai ou faux. Forcément, tu as le droit à des jokers et et voilà, ça te va pour toi? C'est bon? Allez, c'est parti, ouais ou faux? En ultra, le mental compte plus que le physique.
Ouais, je veux dire vrai, mais non, c'est pas plus, quoi. Mais C'est dur, en hein, fonction de la longueur, ça peut être quasi 50-50, ouais. c'est clair. Avec l'expérience, on doute moins. Ouais. Les datas ont rendu les coureurs plus intelligents. Faut Quand il tu va pas être gagnes, content, Joseph, hein. ouais, quand tu gagnes, c'est surtout parce que les autres ont craqué. Ouais, pour moi. La souffrance est indispensable pour courir un ultra. Quasiment vrai, ouais. Un ultra, l'instinct bat toujours la stratégie. Ouais. Clem qui Encore une fois, c'est pour moi, hein, que j'ai ce que Ouais, bien j'apprends. sûr, C'est pas Clem qui court dans ce milieu que Ludovic Pomeray. Ah putain, j'ai pas dansé avec Clem qui ouais, si, on a dansé, mais il était pas ouf non plus, hein, Ouais. avec le perco, hein. Une mauvaise stratégie nutritionnelle fait plus de dégâts qu'un mauvais entraînement. Ouais, ouais. À haut niveau, l'ultra est devenu un sport d'ingénieur. Moi, pour moi, je vais dire faux, mais Ouais. c'est vrai que ouais, moi, je reste plus, encore, j'essaye de le travailler. Il y a certains aspects que j'essaye de travailler, mais je me sens plus encore, amateur, en fait, dans la pratique. Mmh. Quand j'entends certaines personnes qui parlent de voilà, des analyses qu'ils font, aussi au niveau de, ouais, tu vois, de leur corps, enfin, que ce soit en entraînement ou en dehors. Ouais. Notamment, j'avais parlé, j'ai déjà dû le dire en podcast, alors il y a peut-être eu la redondance, quoi, que quand on a fait la reco, hard rock avec Max, avec Mathieu Blanchard, il me parlait en fait de voilà, il avait fait des analyses pour voir en fait, s'il avait pas de carence ou et comment était son microbiote, tout ça. Enfin, Mmh. ouais, j'ai jamais tant que ça fasse savoir, j'ai jamais cherché ça donc Ouais. c'est pour ça qu'il y a plein d'aspects comme ça où, je me considère complètement, ouais, amateur, quoi. Mmh. Mais c'est intéressant que tu gardes ce truc quand même à un niveau comme le tien. Heu, L'idée de savoir un petit peu, je fais des erreurs, mais je continue comme ça parce que ça marche bien et l'idée de pas aussi tout, suroptimiser, quoi. Ouais, bah, des erreurs, est-ce que des fois c'est des erreurs? Oui, non, c'est sûr, ouais. Si si je reprends aussi, en fait, aussi une anecdote que j'avais déjà mentionnée aussi, encore par rapport à Mathieu, donc s'il écoute, il pourra peut-être réagir. On en a pas trop reparlé après. Et je me souviens que pendant cette reco où on avait parlé pas mal et il me parlait en fait de ces tests qu'il faisait, en fait, tests physiologiques. Moi, j'en ai pas fait depuis, je pense ça fait 20 ans quand j'étais au CAF Excellence, c'était un club Mmh. de ski alpinisme, hein. J'ai fait aucun test physiologique pour savoir mes zones de travail, en fait, ces zones de cardiaques. Ouais. Et Mathieu me disait que lui, ça l'avait fait progresser parce que, bah, voilà, il savait que la zone, en fait, était temps et qu'au final, il pouvait gérer les débuts de course plus rapidement parce qu'il savait qu'il était dans ses bonnes zones. Mmh. Donc ça m'avait interpellé quelque part. Je me dis: «Ouais, peut-être que, tu vois, je travaille pas assez». Mais d'un autre côté, comme sur une course, en fait, comme, la hard rock qui est difficile, enfin, qui est différente en tout cas, pas difficile, bah, ça dépend son point le point de vue, mais Ouais. qui est un petit peu différente parce que, il y a une altitude. Je pense que si on se base sur, ses données physiologiques et son rythme cardiaque, voilà, vu qu'il y a des éléments externes qui rentrent en compte, notamment l'altitude, peut-être que c'est biaisé et en le gérant comme ça, au final, on a, heu, ouais, c'est peut-être une erreur, quoi. Mmh. Et le fait, pour moi, de gérer, en fait, à la sensation, bah, du coup, les facteurs, en fait, externes sont déjà inclus dedans puisque, voilà, tu gères Mmh. ton ressenti, quoi. Et tu utilises pas, même si, alors Koro, c'est pas content, moi, j'utilise le brassard, je peux faire des analyses, après course, mais voilà, pour la gestion de mon allure, c'est, aux sensations et c'est pas sur des données cardio, quoi. Mmh. Encore une fois, Joseph, va pas être content. Est-ce qu'il y a tu parlais de Mathieu Blanchard, est-ce qu'il y a des athlètes, qui t'impressionnent beaucoup en ce moment? C'est qui t'impressionnait à tes débuts déjà et qui t'impressionne actuellement encore? Non, bah, même au début, j'en ai déjà parlé, hein, c'était l'époque de Vincent, Mmh. Delbar, Dawa Sherpa, enfin voilà des personnes, Thomas Laure Blanchet, enfin Thierry Breuil, enfin Ouais.
personne en fait. Il y en a plus beaucoup qui courent encore maintenant. Dawad court encore, plus pour la perf maintenant, mais ouais, il fait encore quand même quelques courses. Donc ça, c'était ouais une époque. Après, forcément, bah, il y a eu et il y a toujours en fait Kylian quand même quoi. Qui est, Ouais, bien sûr. ouais, mais après il y en a plein. Hein, enfin François. Enfin, après il y a des coureurs que j'aime bien leur façon. Toi, je suis assez proche d'Arthur aussi, Joël Bouillon. Et voilà, qui a pour lui une approche qui est beaucoup plus structurée en fait que moi sur. Il va chercher bah, dans beaucoup plus de détails en fait. Mmh. Hum, Mais ouais, il y a plein de personnes, mais c'est vrai que euh, Kylian, par rapport à ce qui m'a impressionné, bon, ça sera un petit peu moins vrai maintenant, je pense, mais c'est sa capacité à pouvoir être performant en fait sur du court et du long, voire l'ultra long quoi. Mmh. Et ça, il y a peu de personnes en fait qui étaient capables de le faire quoi, Ouais. qui sont capables de le faire quoi. Donc c'est pour ça que ouais, c'est une inspiration et ça m'a fait plaisir qu'il mentionne que c'était quelque part une petite inspiration pour lui. Il a mentionné un post où il disait que Ida et moi pour la longévité était une inspiration. Donc ça Ouais, bah, ouais, j'imagine c'est que ça doit faire plaisir. sachant que lui, ouais, je pense qu'il inspire quand même quelques millions de personnes. Donc Ouais. C'est quoi tes objectifs, que ce soit en course ou hors course, des aventures personnelles, etc., pour les prochaines années? les objectifs, bah ouais, j'ai pas pour l'instant prévu de défis en fait hors Ouais, course. Hein, donc je suis plus encore sur les courses. J'irais bien sur des défis, mais plus en groupe en fait. Ouais, d'être voilà, m'associer à des personnes en fait pour partager bah, des moments ensemble en montagne qui peuvent être assez longs et voilà être mmh, aussi partager ça. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose Heu, qu'on retrouve un petit peu aussi, pendant l'hiver quand je fais ma saison d'hiver en ski alpinisme où ouais, on est de l'équipe. Donc c'est un petit peu ça qui pourrait m'intéresser aussi. Mais sinon pour les courses non, bon après comme tu sais déjà à court terme, je vais retourner sur la hard rock, ouais. parce que j'ai encore un dossard, j'ai encore la chance. Et aussi, ouais un petit changement quand même, cette année, c'est que je vais aller, sur le marathon des sables pour la 40e. Donc j'ai jamais fait ça, donc c'est une petite découverte, du milieu, des courses à étapes, à voir, voilà, à voir. Ouais. Après ça sera vraiment juste à la sortie de la saison de ski, donc c'est sûr que ce sera vraiment plus une découverte aventure que d'aller jouer performance, quoi. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi, cette idée de mixer, tous les sports que tu aimes, qui joue aussi dans le fait que tu sois jamais, saoulé, c'est un grand mot, mais tu vois, tu sois jamais, freiné trop, dans ta passion? Le fait de l'hiver, à chaque fois, on te voit sur les skis, tu vois, on te voit mixer les sports, ce qui rejoint un petit peu, au final, tes débuts, où tu disais que tu faisais plein de sports. Alors tu fais plus taekwondo, mais il y a toujours cette Ouais, c'est idée-là. karaté et Karaté, judo, mais pardon. Est-ce que tu penses que ça joue aussi? Le fait de faire, de couper carrément en fait, enfin quasiment, l'hiver, à la course à pied, je pense que ça aide pas mal à la longévité, ouais et Ouais, à éviter la saturation. Hem Et on voit en fait qu'il y a alors cette année, c'était un petit peu plus compliqué parce que je suis revenu, j'ai fait une course ce week-end et j'étais revenu mmh. de Tahiti, il y a pas Ouais, très longtemps avant, donc c'était un peu plus difficile de se motiver. Mais on voit en fin de saison, bah, ouais, on perd aussi un petit peu de motivation. Et tout à l'heure dans le vrai faux, tu me demandais si c'était 50 de du mental, mais ouais, ça en fait partie aussi, la motivation d'aller sur les courses, d'aller, bah, des fois se faire un petit peu mal. mmh, Ça fait partie et du coup si, bah, on n'a jamais de changement, de rythme, et qu'on est tout le temps dans la course, j'imagine que c'est encore plus compliqué de trouver une motivation, quoi. ouais. Alors on approche, de la fin de l'épisode, mais avant ça, on a la séquence, questions des abonnés. On avait quelques questions, pour toi. La première de Loïc qui demande: «Quel est, l'endroit où tu as eu ton pic de fatigue, sur la Diagonale des Fous?» Mon pic de fatigue? Bah, en fait, j'ai pas vraiment eu de pic de fatigue, en fait. C'est que pour moi, en fait, j'ai jamais réussi vraiment à accélérer. En fait, je m'ai jamais senti, heu,
ouais, jamais senti vraiment bien, sans être mal, en fait. Mmh. Autant sur l'UTMB, il y a un moment où vraiment j'avais les quads qui étaient démontés et vraiment j'étais dans la souffrance, quoi, Ouais. vraiment dans la douleur. Voilà, là, c'est juste que j'arrivais pas à aller plus vite. Et au final, en fin de course, bah, j'ai pu plus accélérer aussi par rapport, bah, voilà, par rapport à essayer de garder la place que j'avais et au final, j'en récupère une de mieux donc mais non, pas eu, vraiment il y a des moments difficiles mais c'est normal. Enfin, quand on fait, Ouais. la montée du Maïdo, depuis la rivière, c'est un peu long et Mmh. c'est sûr que c'est des moments, en fait, où, je me souviens avoir dit, bah, je crois sur Radio Montaigne que j'en chiais, mais oui, j'en chiais, mais c'était pas vraiment, un gros coup de mou, quoi. C'est juste que, bah, là, l'effort est dur, mais c'est un effort d'ultra. Mmh. On s'y attend aussi, mais non, j'ai pas eu vraiment de gros bas, quoi. Mais c'est plus, un état général, alors peut-être lié à la saison, ou pas, mais à se dire: «Bah, ouais, je peux pas ou alors j'ai pas envie de pousser plus, quoi. Je sais Ouais. pas, c'est difficile à dire si c'était l'envie ou vraiment la limite, physique, quoi. OK. Ensuite, on a Antoine Miel qui demande: «Est-ce qu'on te verra un jour sur le Thor des géants?» Ouais, quand je serai vieux, il y a des chances que j'aille là-bas. Ouais. Non, non, je me suis toujours dit oui, après je me suis toujours dit, j'irai un jour j'irai là-bas. Mais je sais pas encore quand. Ça reste une idée. Ouais, ouais, ça reste une idée et puis ça reste quand même, une gestion qui est bien différente. Il y a encore cet aspect, bah, voilà, qui est peut-être aussi, qui pourrait faire un peu partie du défi, qui est une inconnue pour moi, c'est la gestion de la nuit, enfin, gestion du sommeil. Mmh. Heu, j'ai jamais eu, jusqu'à maintenant, en fait, avoir à me poser la question, du sommeil. Même quand j'ai fait avec, Céline, avec ma femme, la diagonale, on a fait 39 heures et bah, j'ai pas ressenti de sommeil. Ouais. Mais voilà, quand on passe plutôt sur, 70 heures, c'est sûr que la question va se poser Mmh. et je sais pas du tout comment la gérer. Enfin, heu, on avait essayé avant de quand je te parle de ces 39 heures avec ma femme, l'année d'avant, on n'avait pas réussi à aller ensemble, au bout de la diagonale et on avait essayé justement quand ça allait moins bien de faire ces micro-siestes, dont on parle tant Ouais. et bah, ça ne me correspondait pas du tout, quoi. Donc je OK. me dis j'arrivais pas du tout à trouver le sommeil. Maintenant, est-ce que quand on va passer, je sais pas, les 40, 50 heures de course, on va arriver à trouver le sommeil? Mmh. C'est l'inconnu, mais c'est aussi quelque chose que je me dis, ça va être difficile en fait à s'entraîner là-dessus, quoi. Je vois Mmh. pas comment on peut s'entraîner d'ailleurs. Ouais. Faudrait peut-être que je me renseigne avant, mais C'est une il y très a plus bonne de chances chose. que j'arrive comme ça, voilà et puis qu'on voit Rien que comment ça pour se passe le jour J, quoi. Ensuite, on a Boris qui demande: «Quelles sont les meilleures séances pour progresser en trail?» C'est une bonne question, je le renvoie vers Philippe Propage, c'est mon coach et puis, c'est lui qui donnera ça. Non, bah, après, les bonnes séances en fait, et puis qu'est-ce que c'est en fait? Déjà, où est-ce qu'il a des faiblesses? Mmh. Parce que c'est pour lui que ça s'adresse en fait, ça peut pas être générique, cette C'est clair. question-là, quoi. Donc moi quand j'ai pris, Philippe Propage, mon entraîneur, il m'a surtout fait travailler la vitesse parce que c'est là où j'avais des faiblesses, Mmh. vitesse sur le plat et donc ça dépend où sont ses qualités ou plutôt où sont ses faiblesses. Parce qu'en trail, l'important c'est plutôt d'être à l'aise en fait, sur les 3 phases ou comment je sais pas comment on peut les appeler en fait, que qui décrivent une course de trail qui est la montée, la descente et le plat, quoi. Ouais. Donc c'est souvent quelque chose qu'on peut retrouver et si tu as une faiblesse dans un de ces 3 domaines, heu, bah, au final, je pense que c'est moins performant. Tu es moins performant au final en trail, quoi. Mmh. Donc difficile de répondre, c'est un petit peu une question, j'ai fait un petit peu une réponse politicienne, mais Ouais. donc ça dépend de toi, mais je pense que c'est important de travailler ces 3 aspects et c'est ce que fait aussi mon coach. On travaille des fois en fait, des séances, où on va travailler la descente, et des séances où on va travailler du plat et des séances où on va travailler, la Mmh. montée. On va faire du fractionné en côte ou du fractionné, côte et on mixe des descentes rapides, voilà. Donc travailler un petit peu tous les aspects, quoi. Mmh. Et enfin, dernière question de Brice qui demande: «Quel est son conseil pour remercier ses proches de leur soutien pendant, les courses en assistance et cetera?»
Eh ben, c'est de les emmener quand on va faire des courses à l'autre bout du monde. Je pense que Ouais. c'est déjà pas mal. Faire voyager. Ouais. Bah, ouais, après si c'est quelque chose qui intéresse les personnes, enfin je pense que moi mon assistance, c'est sûr que, bah, c'est des moments où c'est un petit peu ingrat parce que, c'est vrai qu'on n'est pas très communicant, enfin en tout cas pour ma part, on n'est pas très communicant sur les ravitaillements. C'est aussi pas mal de stress pour l'avoir fait, pour certains coureurs, c'est pas mal de stress l'assistance aussi. Mmh. Donc bah, c'est vrai qu'il faut avoir des moments où, bah, il y a cette compensation et ouais, les voyages en fait, que souvent on a essayé, même quand les filles étaient encore, bah, à l'école, de les inclure, d'aller dans les voyages, quand on allait à l'étranger. On a été, au Japon, à La Réunion plusieurs fois avec elle, à Maurice. Voilà, c'est des choses, c'est un bon retour je pense quand même déjà. Ouais, c'est Bon clair après c'est un petit budget donc aussi. c'est pas Et enfin, la question signature, du podcast, si tu devais résumer, la course à pied en un mot, une phrase, quelle serait-elle? Persévérance. Persévérance, ouais, c'est le mot. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a Non, ton mais j'ai un petit peu cette, tu vois, enfin, j'ai un petit peu ce truc et d'ailleurs ma fille s'est fait tatouer sur le bras, cette maxime, quand on veut, on peut. Alors il y a des limites forcément, hein, ouais, mais ouais, c'est ce qui est un bon signe de persévérance, quoi et qui marque un petit peu aussi, bah, ouais, ma carrière, quoi, la persévérance, malgré les échecs, sur l'UTMB d'être retourné pour, au moins la terminer et puis, au mmh. final, de la gagner, quoi. Donc Est-ce qu'il y a un endroit vers lequel tu veux rediriger nos auditeurs, ton livre par exemple, un documentaire, peu importe? Ouais, ouais, bah, mon livre a un endroit, enfin mon livre c'est à Contretemps et puis, il se trouve dans un peu toutes les librairies ouais, ouais, ça peut être ça. Et puis, j'ai pas encore, mais ça va venir. J'ai bon, mes réseaux, je pense qu'on les connaît, enfin, Mmh. c'est facile à trouver. Et puis, bah, il y a Digitrail, Run qui va faire un site internet aussi où je mettrai quelques choses un petit peu différentes sur ce OK. site. Ça viendra, c'est prochainement. On attend ça alors, nickel. Bah, merci beaucoup Ludovic, merci pour, ta présence. C'est un plaisir d'avoir des gens comme toi sur le podcast. On a reçu ici des invités qui nous disaient que, les athlètes qui l'inspiraient, c'était, Ludovic Pombray, Ken Jornet, donc c'est un plaisir de t'avoir à ton tour, à leur place. Merci à toi, merci pour cet échange et puis, bah, à une prochaine peut-être.